Spécialiste du marketing de l'offre, il a consacré sa vie aux produits, aux régions enracinées. Hubert Calmette est aussi contributeur de la Fondation Polémia et de la revue Éléments. Et il publie aux éditions de la Nouvelle Librairie un ouvrage détonnant intitulé « Le guide marketing du dissident ». Il est en vente, bien évidemment, sur le site tvl.fr, sur la boutique tvl.fr. Hubert Calmette, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté pour présenter cet ouvrage. Et ma première remarque rejoint celle d'un de vos amis, d'ailleurs, que vous citez en exergue de votre propos. Marketing de la dissidence, c'est un oxymore. Ce qui est dissident ne peut pas être marketing, car le marketing, c'est le bras armé du système. Le bras armé du système, peut-être, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais le marketing n'est pas une idéologie martiale. Le marketing est une méthodologie, c'est un ensemble de méthodes et une boîte à outils, et rien n'empêche le dissident de faire main basse sur les armes de l'adversaire, sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Donc il faut être très clair là-dessus. Ça n'est pas parce que le système a usé et abusé du marketing pour mettre en place son pouvoir, pour rayonner avec l'efficacité que l'on connaît, que pour autant ces méthodologies ne sont pas réattribuables, réaffectables à ceux qui pourraient avoir envie de critiquer ou de remettre en question ce système. Alors, avant d'avancer dans votre propos, je crois qu'il convient de s'entendre, et pour les téléspectateurs d'ailleurs, sur les deux mots marketing et dissidence. Alors, le marketing, tout d'abord, c'est né au XXe siècle, c'est-à-dire aux États-Unis, dans le prolongement de la crise de 1929. Et que recouvre ce terme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, 100 ans plus tard? Alors, le marketing est certes né au XXe siècle et aux États-Unis, mais beaucoup faisaient du marketing sans le savoir bien avant. Dès l'Antiquité, les Romains qui vendaient leurs amphores faisaient du marketing. Au XVIIIe siècle, le Bordelais vendait du vin dans le monde entier avec des techniques qui pourraient s'apparenter à du marketing. Un marketing commerce? Oui, alors le marketing est au service du commerce, c'est une évidence. C'est-à-dire le marketing, s'il fallait le définir, est l'ensemble de ce qui permet de définir une offre pour la rendre la plus adaptée possible à un champ d'attente identifié. Et il y a 4 leviers pour agir de la sorte. La définition du produit, la définition de la mise en place du produit, c'est-à-dire la distribution, la communication, et évidemment la définition d'une stratégie de prix. Donc ce sont les 4 leviers sur lesquels le marketeur, entre guillemets, va agir pour pouvoir atteindre sa cible. Mais en amont de tout cela, il y a, comment dirais-je, un examen du contexte dans lequel on évolue, il y a un positionnement à affiner, à peaufiner, il y a des objectifs à définir et il y a des cibles à circonscrire. Et ce travail-là, c'est vrai que le dissident, parfois, a tendance à l'escamoter, parce qu'il est tellement sûr de lui, il est tellement sûr de son discours, que ce plan de bataille, eh bien, il considère que ça, c'est une affaire de... Superflu, et qui appartient justement au système. Juste, de manière incidente, vous utilisez les termes marketing, marketeur, pas mercantique, pardon, le terme français? Mercatique, oui. Mercatique, oui, j'avais oublié. Oui. Oui, le terme français serait mercatique, oui, on devrait dire mercatique. Et vous utilisez le terme anglais, pourquoi en fait? Alors, c'est vrai que c'est tout à fait discutable. Chaque fois que j'utilise un mot anglais, je m'en veux beaucoup, puisque je suis un grand défenseur de la langue française. Il n'empêche que lorsqu'on est sur ce registre d'expression, il faut être explicite et connaître les mots du système. Donc là, le but, c'est simplement d'utiliser le jargon du système, en prenant soin de l'expliciter chaque fois. Et donc chaque fois que je me laisse aller à utiliser un mot du système dans cet ouvrage, je prends le soin de le traduire en français et de l'expliciter. Alors s'il y a bien un mot du système qui n'existe pas dans le système, c'est dissident. Ça, c'est un terme qui est peu utilisé, qui n'est vraiment pas galvaudé par le système. Et reprenant la fameuse phrase de Michel Audiard, que vous citez, « Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière », très jolie phrase, vous dites, le dissident est fêlé. Voilà, c'est une approche pas très vendeur, dirait le marketeur, de votre propos. Peut-être que si, Martial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dissident, il laisse passer la lumière, précisément. Parce qu'il a une sincérité, une vérité dans son propos, qu'il met, pardon du terme un peu trivial, il met ses tripes sur la table. Eh bien ça, cette sincérité-là, elle est décodée comme telle. Donc le dissident, il a une valeur ajoutée. Il est fêlé.
Il est fêlé, comme un ver peut-être fêlé, mais il n'est pas fou. Hein. Il a une vision du monde, il a un système de valeurs, il revendique ce système de valeurs, et il oppose ce système de valeurs à un système qui, lui, n'a pour seule valeur de référence, on va dire l'argent, avec un grand A, hein, et qui passe son temps à épouser l'ère du temps. Donc il n'a pas de colonne vertébrale, un système invertébré. Et quelque part, cette caractéristique est à valoriser. Donc nous parlons bien de la valorisation de ce système, de cette colonne vertébrale qui caractérise le dissident. On reviendra sur votre éloge du dissident. Il y a un autre mot ou néologisme qui apparaît encore dans votre ouvrage, le mot adictature. Et vous faites cette très belle phrase d'ailleurs, la dictature tresse à pas de velours des barbelés dans nos têtes. La dictature, c'est la dictature de la dépendance. Oui, à dictature, l'apostrophe, hein, la dictature, c'est une des caractéristiques majeures de ce système que le dissident a trop souvent tendance à dépeindre comme un système pyramidal. Hein, vous voyez, très orwellien. Et il y a du 1984 dans le système, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et il y a un certain nombre de personnes qui concentrent un pouvoir économique, médiatique, financier considérable entre leurs mains. Il n'en reste pas moins que si on va au cœur du réacteur du système, on se rend compte que le jeu transactionnel, qui est l'essence même du système, est beaucoup plus complexe. Et que tout, en fait, consiste à créer des liens de dépendance. Hein, ce jeu transactionnel, c'est un peu la relation du dealer au toxicomane, quelque part. Hein. J'installe une relation qui a pour but de créer des liens de fidélisation, donc des dépendances, des addictions, et tout repose là-dessus. La vulnérabilité de l'homme consumméus, dites-vous, aux addictions multiples est d'autant plus forte que ce dernier présente des fragilités. Là aussi, c'est un constat, mais un constat douloureux. Il présente des fragilités anthropologiques et psychologiques majeures. L'homme, finalement, pour vous, est soumis à ce nouveau terme, la soft lobotomie. Oui, en réalité, les addictions que propose le système viennent remplir un vide, et un vide abyssal. Hein. La destruction des systèmes de valeurs fait que l'homme sans colonne vertébrale va trouver des substituts de valeurs à travers la consommation de biens de consommation. Et là, on est évidemment dans quelque chose qui n'est pas pleinement satisfaisant, qui est même à de nombreux égards, et je le décris dans le livre, un brin masochiste, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jouissance dans la consommation, et consommer c'est consumer, c'est se consumer. Hein. Donc effectivement le lien rompu avec les fondamentaux, avec la nature, la famille, etc., va trouver immédiatement un substitut dans la consommation, hein, et le marketeur est là pour organiser ça. Le marketeur de la demande, puisqu'il y a marketing de l'offre et marketing de la demande, le marketeur de la demande, celui qui passe son temps à formater une offre en fonction d'un champ d'attente, bien, il est là, lui, pour organiser cette dépendance, cette fidélisation. Et c'est quand même un petit peu regrettable à bien des égards. Vous parlez même de désordre et traumatisme psychique, altération des capacités cognitives. Oui, alors là, les dernières études, notamment dans le domaine des neurosciences, en attestent. Hein. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui que nos concitoyens sont profondément altérés dans leur capacité à percevoir des messages, à mémoriser. C'est une évidence. On parle de part de cerveau disponible, hein, vous savez, pour paraphraser ce que Patrick Lelay disait à l'époque à propos des écrans publicitaires sur TF1, la part de cerveau disponible chez nos concitoyens est de plus en plus limitée, et le système cognitif est de plus en plus atteint. Le numérique joue à cet égard un rôle absolument dévastateur, notamment chez les plus jeunes, hein, puisque les plus jeunes qui sont surconsommateurs de numérique, et on le sait maintenant, hein, je veux dire, les dernières études qui sont sorties démontrent qu'un enfant de moins de 3 ans est exposé en moyenne à 56 minutes de numérique par jour, et l'on sait qu'il va avoir des troubles de l'attention qui vont perdurer à hauteur de 60% hein, à l'âge adulte. Donc tout ce qui se passe là, dans les prémices de la vie, hein, ou la nounou numérique, hein, la nounou télévisuelle, va avoir finalement un impact considérable, eh bien tout cela
va perdurer et va avoir un impact sur toute la vie de l'individu. Il y a même une recommandation qui est vraiment en marge du livre, mais qui rejoint ce que vous dites à l'instant, qui paraît important, c'est la nécessité plus que jamais d'instruire l'enfant sur son statut de cible. Ce qu'on appelle le kid marketing. C'est-à-dire qu'on cible l'enfant, et vous dites, et c'est quand même troublant et effrayant, que selon une étude américaine, il est indiqué qu'un enfant reconnaît le logo de McDonald's avant ses 1 an. Et oui, les marketeurs se sont évidemment intéressés aux enfants pour une raison très simple, c'est que les enfants sont des consommateurs et ils sont surtout des prescripteurs. Et le pouvoir de prescription de l'enfant est devenu absolument considérable au sein du foyer, pas seulement sur les biens qui le concernent, mais également les biens qui concernent l'ensemble du foyer. C'est-à-dire qu'il choisit sa pâte à tartiner, il le dit à ses parents, c'est celle-ci que je veux, mais il va plus loin en disant, bien finalement, tu t'habilles pas avec... Bien entendu, et puis un enfant, à partir d'un certain âge, peut également avoir un pouvoir de prescription sur le choix de la voiture, par exemple. Voilà. Je rajouterais que cet enfant est plus malléable, évidemment, qu'un adulte. Qu'un très jeune enfant n'attend qu'une chose, c'est de trouver une aspérité sensorielle pour capter, pour figer son attention. Et donc on voit bien là toutes les dérives qui sont possibles. Si vous n'offrez pas à cet enfant un débat à l'issue d'un écran publicitaire qui va lui permettre de décortiquer ce qu'il a vu, ou à l'issue du visionnage d'un film, qui va lui permettre de voir qu'ici ou là, l'intention de l'auteur a été ceci ou cela, ou l'intention du pubard, du publicitaire a été ceci ou cela, eh bien vous le laissez dans un rôle passif et toutes ces images vont s'imprimer en lui. Et une image imprimée en vous, elle y reste. J'ai coutume de demander à mes étudiants de se remémorer un spot publicitaire et je les invite à effacer ce spot publicitaire de leur esprit. Ils me regardent évidemment, se demandant si j'ai bien tous mes esprits, parce qu'ils n'y parviennent pas. Lorsqu'une image est implantée en vous, elle y reste. D'où la nécessité peut-être de ne pas les regarder. D'où la nécessité de ne pas les regarder ou de décrypter les démarches qui sont derrière ces stratégies. Voilà. Et offrir cette capacité à l'enfant, dès le plus jeune âge, on peut, dès 10 ans, avoir des débats, même dès 8 ans, avoir des débats intéressants avec ses enfants sur tout cet environnement-là. Il faut bien savoir aujourd'hui que dans d'autres domaines, seuls 16% des moins de 15 ans sont épargnés par l'offre pornographique, par exemple. Alors, il ne s'agit pas de faire visionner des films X à des enfants pour en débattre après, évidemment. Mais avoir un débat sur ce sujet-là, montrer les dangers, au même titre que vous allez expliquer que tel ou tel produit est néfaste pour la santé, etc., ça paraît être du simple bon sens. Il ne faut pas mettre ces questions sous le tapis, il faut les prendre à bras-le-corps. Voilà, débattre et favoriser une médiation chaude, c'est-à-dire un débat en chair et en os, pour pouvoir décortiquer, démonter une démarche, c'est déjà l'affaiblir. C'est Jacques Ellul qui dit ça dans le bluff technologique et je trouve qu'il avait compris peut-être avant d'autres, mais Régis Debray est également sur ce registre-là, qu'il faut démonter les stratégies d'image, les décrire pour affaiblir les volontés de leurs concepteurs. Alors, décrypter les images face à cette soft lobotomie, qui est une référence à la soft idéologie de François-Bernard Huyghe, qu'il convient de saluer pour son travail, vous proposez-vous, à l'intérieur du livre, un manuel de 10 commandements du dissident 2.0. Et alors, on s'aperçoit, et ça m'a surpris quand même, que dans votre esprit, le dissident, il a des missions d'un militant. Mais le dissident... Sans que ce soit péjoratif d'ailleurs, mais c'est un militant. Bien sûr, au sens propre du terme. D'ailleurs, le militant, étymologiquement, c'est militare, c'est le soldat. Là aussi, il met ses tripes sur la table. À la différence du militant, vous voyez, à la différence du fan, à la différence de tous ces fan clubs, de tous ces groupes, ces communautés, pseudo-communautés que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux. Le militant, c'est le militant de En Marche en 2017. Exactement, et dont on a vu que quelques mois après la création d'En Marche, il avait déserté. C'est-à-dire qu'il zappe le militant.
Il passe d'Amazon à son e-militantisme, à autre chose. Il n'y a pas de logique d'implication, de logique d'appartenance, alors que le militant prend des risques. Une implication physique alors? Pas seulement psychologique ou intellectuelle, mais physique. C'est une implication complète, c'est-à-dire que l'on s'engage dans un combat et sur la durée. C'est un combat de vertébrés versus un combat d'invertébrés, qui est donc un pseudo-combat. Et le dissident a vocation à être vertébré. Quel est le commandement? Vous savez, on l'a déjà posé la question à la nôtre. Quel est le premier des commandements? Le premier des commandements, c'est d'être soi-même lorsqu'on est dissident. Je crois que la dernière chose, la première chose dont doit se méfier le dissident, c'est de chercher à ratisser large, de chercher à trop embrasser, et qui trop embrasse mal étreint. Et la tentation est grande, parce que lorsque vous arrivez sur une échéance électorale, vous dites, attendez, pour gagner, il faut ratisser large. Et là, vous risquez, en cherchant à vous dédiaboliser ou à plaire à Pierre, Paul et Jacques, vous risquez d'oublier votre ADN. Voyez ? Or, votre ADN, c'est vraiment votre fonds de commerce. Et vous avez un ADN, alors que le politiquement correct, le parti classique, le parti mainstream, pardon, de l'anglicisme, lui n'en a pas. Lui passe son temps à épouser l'air du temps. Donc si vous oubliez votre ADN, vous disparaissez. Vous n'êtes plus dissident. Et vous n'êtes plus rien du tout d'ailleurs, puisque les fans du parti classique, de toute façon, ne viendront pas vers vous. Ils préféreront l'original à la copie. Message envoyé et certainement bien reçu par quelques-uns, 10 commandements. Mais au-delà même du commandement, tout au long du livre, il y a des conseils, puis des consignes qui se font plus présentes, voire même plus pressantes. Sous le rouleau compresseur universaliste, la réponse est, je cite même directement, cultiver niche, conservatoire, entrisme et communauté. L'instinct de survie comme expression d'une vraie singularité. Voilà, le marketing de l'offre versus le marketing de la demande. Nous sommes sur un marketing de l'offre. Lorsqu'on parle du marketing de la dissidence, est un marketing qui n'a pas peur de revendiquer une niche, une dimension clivante. Et ça n'est pas pour autant qu'il ne va pas gagner. Parce que cette niche, cette dimension clivante, elle est émergente. Elle lui permet l'émergence. Donc il ne faut pas avoir de complexe à revendiquer cette singularité. Et une fois de plus, tout l'invite à faire le contraire. Tout l'invite à épouser le grand boulevard où il va se dissoudre, où il va disparaître. Le marketing de l'offre que l'on retrouve dans d'autres domaines, le marketing du luxe est un marketing de l'offre. Le marketing des appellations d'origine, sur lequel j'ai travaillé par le passé, est un marketing de l'offre. Le marketing des territoires est ou devrait être un marketing de l'offre. Le marketing de l'art est un marketing de l'offre. Tout ça converge vers la volonté d'avoir une offre qui est intangible, un système de valeurs qui est ce qu'il est, et on met tout en œuvre, en revanche, pour le rendre intelligible, pour le rendre accessible sur une cible préidentifiée. Hubert Calmette, il y a quand même deux termes là aussi qui sont contradictoires. Vous dites d'un côté communauté, on parle souvent à TV Liberté, ce sont 2,5 millions de téléspectateurs tous les mois, et c'est une communauté que nous faisons. Nous faisons communauté. Mais vous dites entrisme. Entrisme, c'est quitter sa communauté pour aller dans celle des autres. La communauté n'est pas une secte. La communauté, elle est ouverte. Et la communauté, elle a vocation à essaimer. Je pense que dans la logique d'un marketing de la dissidence, il faut être dans le système sans être du système. Ne pas hésiter à investir le système pour agir sur le système. C'est-à-dire quoi, concrètement? Je veux dire qu'il faut faire comme Jospin, être trotskiste toute sa vie, mais avoir fait sa carrière au Parti socialiste? Non, certainement pas. Parce que entrisme et communauté. Parce que l'entrisme n'est pas oublier son ADN. Peut-être qu'il ne l'avait pas oublié. Plus ou moins. Je crois qu'il est important sur la gauche en particulier, vous parlez de la gauche a oublié une bonne partie de son ADN, d'où d'ailleurs une bonne partie de ses malheurs.
Je cite dans le livre un exemple qui est la campagne de 2010 des régionales où la gauche de la gauche a voulu agréger différentes niches de minorités, puisque à partir de là, elle est devenue la spécialiste des minorités et c'est départi de son combat initial, qui est le combat social, finalement. Et on voit bien que là, elle a oublié son ADN. Donc, essayer d'aller conquérir des cibles nouvelles en oubliant son ADN, une fois de plus, qui trop embrasse mal étreint. De plus, vous risquez d'agréger des familles, des communautés, pour le coup, qui ne sont pas forcément en phase. Et là, vous n'agrégez rien. Vous arrivez à atteindre au mieux l'intersection de ces familles. Donc c'est une erreur, alors là, typiquement marketing. Allez, le dissident, c'est ma dernière question. On l'a bien compris, il doit s'affranchir de la dictature, et cela sans compromission. Tiens, vous l'utilisez, c'est pas de moi encore. Les grands peuples se reconnaissent à la qualité de leurs dissidents. C'est une des citations que vous utilisez dans l'ouvrage. Alors, je dirais certes, mais cette radicalité prônée, est-ce qu'elle n'est finalement pas trop exigeante? Est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein d'exigence de votre part? On est sur la ligne de crête et on a le sentiment qu'on ne pourrait pas l'atteindre et que donc, dissident, je ne le serai pas. Si, je vous ai répondu d'ailleurs en partie là-dessus. On n'est pas en train de dire rester en marge. Et là, effectivement, rester en marge, ça serait non seulement exigeant, mais ça serait frustrant. Mais c'est rester pur aussi. Mais on peut rester pur au cœur du système. Parce que le système est ainsi fait que si vous prenez la lumière, il vous donnera une part de voix. Et en cela, il y a un espoir. Pour peu que certains des militants, je pense notamment aux jeunes militants dissidents, aient envie de s'engager dans certains métiers, concepteurs, rédacteurs, y compris dans les nouveaux médias, hein, dans le digital et autres, avec une vision du monde, eh bien, ils peuvent exister fortement au cœur du système et satisfaire leur volonté de le changer, ce système, de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de fatalité en la matière. Il faut être dissident. Dissident au sens critique à minima sur un système qui est en train de montrer à bien des égards qu'il est un système à créer de la dépendance, une machine à nous enfermer. Et vous, votre dissidence, c'était se battre tous les jours pour l'enracinement de votre pays? Moi, j'ai toujours eu à cœur... Oui. Petite patrie, mais patrie quand même. L'Aveyron a joué et joue encore un rôle important dans ma vie, mais au-delà de cela, et c'est vrai que la création de marques comme Fabriquer un Aveyron, etc., était une manière de marquer une appartenance à un territoire, mais au-delà de ces expériences-là, le fil rouge, quelque part, de ce parcours, puisque vous y veniez au départ, c'est effectivement se battre pour des appartenances, des produits qui ont quelque chose à dire vraiment, hein, qui ont un contenu identitaire, qui ont un contenu véridique, et pas du tout cette espèce de numéro de danseur de claquettes qu'on nous joue au quotidien, tant sur la scène politique que dans le domaine de la consommation également. Donc il y a une vision du monde qui doit prévaloir, me semble-t-il, aujourd'hui plus que jamais, qui doit être sous-tendu par des systèmes de valeurs, un système de valeurs. Sincérité, honnêteté, des choses comme ça doivent réapparaître. Bien entendu. Parce qu'on a l'impression que le marketing, c'est quelque chose de frelaté. Le marketing la demande, oui, bien sûr. Le marketing la demande dans la mesure où il passe son temps à adapter une offre à un champ d'attente. C'est pas frelaté, c'est du mouvement permanent, c'est du caméléon, si vous voulez. Le marketing de l'offre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que je suis ce que je suis et qui même me suivent. Voyez ? Et là, quelque part, cette appartenance-là, elle est forte et elle me paraît, à mon avis, pouvoir trouver, et pardon du terme, un véritable marché dans les années qui viennent. Donc on boucle la boucle sur le marketing. Merci beaucoup Hubert Calmette. Merci premièrement de ce témoignage, appuyé sur des années et des décennies de travail en ce sens. Et merci aussi pour ce manuel de combat qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de réflexions pour chacun quand on est salarié, mais aussi chef d'entreprise, etc. Moyen de voir plus loin que ce que nous disent nos propres marketeurs. Le guide marketing du dissident, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie et c'est en vente sur le site boutique tvl.fr. Merci Hubert Calmette. Merci Martial.